quelle est la période sur laquelle tu as vécu en bateau et quel était le bateau? Voilà. Alors moi, j'ai embarqué à 3 mois. Mes parents, à l'époque, habitaient sur le bateau qu'ils avaient construit, qui était un monocoque en acier, qui faisait, entre 12 et 14 mètres. Moi, je m'en souviens pas parce que j'étais trop petite et quand j'ai eu, 2 ou 3 ans, ils ont acheté un nouveau bateau qui était un Katana 42, donc un catamaran, et on est resté sur ce catamaran jusqu'à que j'ai 11 ans. Donc en fait, quasiment de ma naissance à mes 11 ans, j'ai été sur le bateau et mon frère, c'était pareil, sauf que lui, il a embarqué à 3 semaines, donc encore plus tôt. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ta mère, en fait, elle était déjà sur le bateau quand elle a fait sa grossesse sur le bateau. Et après, Elle a fait sa grossesse. elle a accouché où du coup? Alors, elle a fait sa grossesse sur le bateau et pardon, désolée, il y a des petits lags. Mhm. Elle a fait sa grossesse sur le bateau et elle a accouché en France. Par contre, elle voulait absolument pas accoucher aux Antilles. Surtout il y a 30 ans, il y avait vraiment pas d'hôpital qui était à la mesure. Donc, elle est rentrée faire, je sais pas, les 2 ou 3 derniers mois de sa grossesse en France. Mais en fait, eux, ils travaillaient aux Antilles sur leur bateau et donc, mon frère et moi, on est nés autour de l'été, qui est la saison des cyclones. Donc il fallait qu'on soit né autour de l'été et on revenait. Enfin, c'est pour ça que mon frère aussi a embarqué si tôt, c'est qu'il est né fin août et en septembre, il fallait reprendre les affaires et tout de leur boîte. D'accord. Et du coup, à cette époque-là, tu peux me raconter un peu qu'est-ce que faisaient tes parents, pourquoi ils avaient pris cette décision, quelle a été un peu votre vie à tous les deux sur le bateau? Mes parents, ils sont partis, ils se sont rencontrés à 18 ans et ils se sont mariés à 20. Ils ont construit leur bateau jusqu'à 25 et ils sont partis, sans le sou, en fait. Ils ont monté leur entreprise, sur leur bateau, ça a très bien marché pour eux et en fait, ils se sont installés aux Tobago Keys, c'est dans la chaîne, des Antilles, et ils ont monté une entreprise, dans la mode et en fait, on vivait, en famille, sur le bateau avec, mon père et ma mère qui travaillaient, depuis le bateau et parfois on allait dans d'autres îles des Antilles pour récupérer du stock et tout, mais on était surtout basé au Tobago Keys jusqu'en 1998, donc quand moi j'ai eu 6 ans, où ils ont décidé que ils bossaient un peu trop, qu'ils n'étaient pas partis pour ça, qu'à la base ils étaient partis pour faire le tour du monde et profiter. Et donc en fait ils ont fermé leur entreprise et on est parti faire le tour du monde. Donc on n'a pas du tout terminé parce qu'on était très très lent, mais ouais, on est parti pendant 7 ans, ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, de 0 à 6 ans, tu étais sur le bateau et tu allais à l'école ou ta mère, enfin, vous étiez gardés en même temps? Alors, on a eu, à un moment une fille au pair, qui était à bord parce que mes 2 parents, travaillaient vraiment, comme des fous, donc ils avaient pas le temps. Donc on a eu une fille au pair tant qu'on était au Tobago Keys, mais ça s'est pas très bien passé. Enfin, c'était un peu compliqué. Une fois, elle a failli laisser mon frère se noyer, donc ma mère a décidé que c'était un peu compliqué. Et en fait, on était tous les 2 scolarisés. En fait, à l'époque, moi, j'étais au CNED, donc le Centre national d'éducation à distance, et ils avaient pas de grande section. Donc je suis passée directement, ou ils n'avaient pas de petite maternelle, je crois, donc je passais directement en grande section. Enfin, j'ai sauté une classe pour pouvoir commencer la scolarisation plus tôt. Et en fait, c'était ma mère qui assurait les cours en grande partie. Après, bon, les cours, quand on est petit, ça reste assez basique. Mais j'ai continué comme ça. Moi, j'ai été scolarisée jusqu'en 6e au CNED. Et ensuite, on est revenu s'installer 3 ans en France et j'ai à nouveau fait ma seconde au CNED. D'accord. Et mon frère, il a 12 ans de moins, donc il a fait la même chose, mais avec 2 ans de moins. Et du coup, ta mère, elle arrivait à bosser donc avant 6 ans, elle arrivait à bosser, à gérer de petits, tout à la Oui, fois oui. sur le bateau. Ouais, oui. Et c'était dense, mais c'est pour ça qu'il y a eu la tentative fille au pair aussi. Et puis après, des enfants, ça s'occupe quand même plutôt pas mal seul. Nous, on jouait tout le temps ensemble avec mon frère. Voilà, une fois qu'on sait nager, enfin, on se débrouille un peu tout seul. Moi, je me souviens quand on était plus grand, on avait que ce soit un kayak ou une planche, une vieille planche à voile, on débarquait, on s'occupait tout seul sur la plage pendant toute la journée et on rentrait le soir. On nous amenait un pique-nique le midi, enfin, on se débrouillait plutôt bien. Les enfants, ça s'occupe très bien sur une plage. Oui, c'est ça. Donc, tu rentrais bien fatiguée et puis après, au lit. Exactement. Et, euh, et donc, toi, t'as des bons souvenirs quels sont les souvenirs que tu as de cette enfance, donc de 0 à 6 ans déjà, avant de commencer le tour du monde? Alors,
Ouais, bah, en fait, c'est marrant, c'est des souvenirs un peu diffus que j'ai retrouvés parce que quand on est reparti pendant un an, on a refait le parcours dans les îles dans lesquelles j'ai grandi où j'ai reconnu, tu vois, cette plage avec des cailloux verts très particuliers ou cette plage où il y avait une terre rouge avec lesquelles on jouait aux Indiens quand on était petit. Mais en fait, je me souvenais d'endroits, mais sans savoir où c'était géographiquement. Donc, j'ai retrouvé tous ces souvenirs. Beaucoup la mémoire olfactive aussi. Une île des tropiques, ça a vraiment une odeur très particulière. On sent l'humidité, on sent la jungle, donc ça, j'ai retrouvé aussi. Et puis après, je me souvenais de l'emplacement d'îles, en fait, enfin, de vraiment d'un enchaînement d'une île à une autre. Les noms me disaient tous quelque chose. Après, je me souviens quand même plus du Pacifique parce que j'étais plus âgée. Le reste, voilà, c'est plus voilà, des types de coquillages qu'on trouvait à certains endroits. Et voilà, des endroits, enfin, tu vois, à Maero, tu as un endroit où tu as quelques palmiers et tu vois la mer de l'autre côté. Bah, voilà, je me souvenais de cet endroit-là. Enfin, tu vois, des paysages un peu marquants, en fait. Donc, une enfance heureuse, quoi. Une enfance heureuse, sans Oui. particulier. La télé t'a pas manqué. On avait la télé à bord, mais c'était à l'époque des cassettes, les grosses cassettes, hein, et on devait avoir 3 dessins animés, donc qu'on a à peu près regardé en boucle, je pense. Ça nous a pas du tout manqué. Après, on a fait partie des premiers qui ont eu un ordinateur portable, donc on jouait quand même à des jeux sur l'ordinateur portable. On devait avoir les Zombini et Age of Empire 2, je pense. Voilà, ça se résumait à ça. Après, quand on est sur un bateau, on est quand même dans le meilleur playground du monde. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais fait d'activité extrascolaire. Donc voilà, moi, mes parents n'étaient pas particulièrement portés sur la musique, donc j'ai jamais fait de musique. Après, est-ce que ça m'a manqué? Pas particulièrement, mais voilà, c'est juste, il y a des choix. En fait, quand on part aussi en autonomie, il faut se dire qu'on n'apprendra pas à ses enfants des choses où soit on n'est pas bon. Mm. C'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de cours particulier, exactement. Et du coup, ta mère était avec vous et ton père, il travaillait depuis le bateau, du coup, avec Internet. Beaucoup, et le téléphone, je suppose. Alors, non, quand on est parti dans le Pacifique, ils avaient arrêté de travailler tous les deux. Ils ont pris leur retraite en avance, donc ils travaillaient plus ni l'un ni l'autre. Sinon, Et ils travaillaient tous les deux. Pardon? de 0 à 6 ans, du coup, ils travaillaient depuis le bateau ou ils avaient des bureaux à Tobago? Non, avant, ils travaillaient depuis le bateau. En fait, les Tobago Keys, c'est un atoll où il y a pas, enfin, il y a aucune habitation. Et en fait, c'était une entreprise dans la mode. Donc, parfois, ils allaient dans les îles d'à côté pour rechercher les colis avec les maillots de bain, les casquettes, etc. Mais après, c'était de la vente à domicile en bateau, c'est-à-dire au passant d'annexe en annexe en bateau. Fallait prendre rendez-vous pour que mon père vienne faire la démonstration. Et ensuite, une fois que les rendez-vous étaient pris, il n'y avait plus qu'à les honorer. Donc, ils travaillaient depuis le bateau. Vraiment, D'accord. c'était Bateau, tout le stock était dans. incroyable. Donc, à l'époque, Pardon? il y avait des ordinateurs déjà ou je sais plus du coup. Ouais, et les premiers ordinateurs, je pense que ça devait être en 1997, c'était un IBM, il faisait cette taille-là et puis quand il s'allumait, il faisait il était très, très lent, mais oui, oui, il y avait déjà l'ordinateur. Après, nous, on avait la BLU pour envoyer des emails, recevoir la météo, mais bon, c'était quand même, voilà, c'était sporadique, hein, on n'était pas du tout connectés. Enfin, s'il y avait un problème, on avait que nous, hein, ça c'est sûr. Non, mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, quand on dit travail à distance, c'est forcément avec un ordinateur et Internet. Et tes parents, ils travaillaient à Oui, distance, mais en fait, tu vois, en fait, c'était pas vraiment à distance, c'était dans la vraie vie quand même. C'était pas à travers un le écran. c'est ça. Ouais, c'est Bah, génial. leur bateau, en fait, donc c'était pas du travail à distance. Après, quand il fallait appeler New York ou la Chine ou le Japon, ils trouvaient une box téléphonique, hein, ils prenaient une carte téléphonique comme on avait avant et puis ils appelaient comme ça. Mhm. Mais, oui, c'est pas le télétravail. Ouais, c'est dingue. Ok, cool. Donc après, à 6 ans, vous êtes parti faire le tour du monde. On va continuer, puis après, je regarde si je n'ai pas oublié des questions. Vous êtes parti faire le tour du monde au ralenti, qui a duré 7 ans, Oui. que vous n'avez pas terminé. Alors, je me suis trompée dans mes calculs, en fait, vu qu'on est rentré quand j'avais 11 ans. Donc, 1998, j'avais 6 ans. Donc, ça fait 5 ans. 5 ans, excuse-moi. Ok. Et donc, vous êtes parti d'où et jusqu'où en passant, enfin, quel itinéraire? On est parti des Tobago Keys, donc des Antilles.
Ensuite, on est passé par le Venezuela, les San Blas. On a traversé Panama. Ça, c'est un des souvenirs dont j'ai beaucoup de souvenirs parce que c'est très impressionnant d'être au milieu des cargos gigantesques où quand ils avancent, on a des bouts de partout sur le bateau et ça commence à faire tonk, tonk, tonk et ça se tend de plus en plus et on se dit que là, si ça lâche, ça va être très mauvais. Donc ça, je me souviens vraiment, la traversée de Panama, les arbres qui sortaient, enfin la forêt immergée et tout, c'était vraiment impressionnant, surtout que c'est sur toute une journée en fait, donc c'est vraiment une aventure. Et après, une fois dans le Pacifique, on est passé par les Galapagos. Et après, je me souviens jamais de l'ordre, justement, typiquement mémoire d'enfant. Enfin, à chaque fois que je regarde une carte pour me souvenir de l'ordre, mais c'était en vrac. Oui, c'est ça. Les Tuamotu, Tahiti, Samoa, Tonga, Vanuatu, Fidji, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. Et on a vendu le bateau en Australie. D'accord. Ok. Tout ça pendant 5 ans. La vie pendant 5 ans, la logistique sur le bateau, vous deux, l'école, les parents. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce dont tu te souviens? Oui, en fait, on avait un rythme qui était un peu établi. Donc, le CNED, l'année est divisée en séquences. Donc, en fait, je crois que c'était 20 séquences qu'on avait par matière. Et en fait, le but, c'était déjà la première mission, c'était de récupérer les cours parce qu'à l'époque, ça ne s'envoyait pas par Internet. Donc, il fallait s'arranger pour que quelqu'un les reçoive en France de notre famille, puis nous les envoie 3 semaines en avance dans une marina où on pourrait être dans 3 semaines. Donc, il fallait appeler les marinas, récupérer les colis. Et en fait, donc, on était en vacances jusqu'à qu'on ait reçu les cours. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Et après, on faisait les cours à peu près 6 mois par an, généralement que le matin. Donc, on travaillait le matin. Alors, moi, j'essayais d'être plutôt en autonomie. Mon frère, il n'aimait pas trop l'école, donc ma mère suivait un peu plus. Et après, l'après-midi, on était libre. Et dès qu'on était en traversée, en fait, on n'avait pas besoin de faire l'école. Enfin, on disait qu'on était malade, comme ça nous arrangeait bien. Et on pouvait être en vacances. Et puis après, le but, c'était l'après-midi, soit on allait faire des randonnées en famille, soit on allait à la plage, soit on allait faire du snorkeling, on explorait. Enfin, vraiment, on faisait tout ce qu'on avait envie de faire. Et oui, on était dans des lieux qui étaient incroyables. Enfin, c'est les cartes postales, en fait. C'est un peu comme les Antilles et les Tobago Keys, mais avec personne, le Pacifique. Enfin, moi, en tout cas, je me souviens où vraiment, il y avait absolument personne. On s'est retrouvés dans une petite île à un moment qui s'appelait Suvarov. Faut zoomer fois 1000 sur Google Maps pour la trouver. C'est à 10 jours de navigation des îles les plus proches. L'île, elle était abandonnée à l'époque, donc on a l'impression d'être Robinson Crusoe à explorer l'île. C'était un atoll, c'était la pêche miraculeuse. Il suffisait de mettre un hameçon dans l'eau et on sortait un poisson. Bon, il y avait des requins partout aussi, donc on ne pouvait pas se baigner, mais c'était incroyable. On pouvait marcher sur la barrière de corail la nuit, voir les langoustes qui dormaient, pêcher les poissons perroquets à l'épuisette. Enfin, c'était vraiment, on avait l'impression d'être au bout du monde et ouais, c'est ça, d'être Robinson Crusoe. Et après, il y a des endroits dont je me souviens plus que d'autres. Après, je me souviens aussi des gens qu'on a rencontrés parce qu'on n'avait pas de vélo à bord du bateau, donc on faisait beaucoup du stop. Et en fait, dès qu'on a des enfants, on se fait plein d'amis dans les pays, puisque la plupart de ces pays, ils adorent les enfants. En plus, mon frère et moi, on était blonds, aux cheveux bouclés, aux yeux bleus. Donc, c'était vraiment la différence complète par rapport à eux. Et c'était super sympa parce que on se faisait des amis très vite sur les plages. En fait, même si on ne parle pas les mêmes langues, les enfants, ils n'ont pas besoin de parler la même langue pour jouer ensemble. Donc, c'était super sympa. Et puis, ouais, des paysages juste fous. C'est vrai qu'à la fin, l'eau bleue et les palmiers, ça paraît même plus choquant. Mais c'est vrai que quand on revient en France, on se dit ah oui, c'était sympa quand même. Oui, c'est clair, surtout à Paris. Bon, Oui, et l'école, du coup, t'as pu de faire l'école avec tes parents? Il n'y avait pas un moment où tu as dit à tes parents, non, mais là, j'en ai marre, je veux repartir à l'école, je veux repartir en France. C'est la raison pour laquelle on est rentré quand moi j'avais 11 ans et mon frère 9. C'est qu'on avait passé quelques jours dans une école au Fidji où l'école, ça consistait à escalader le papayer et puis apprendre à écrire langouste. Et puis après, pendant que mes parents avaient refait, ils se sont arrêtés en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et demi pour refaire complètement le bateau pour normalement 20 ans de plus en mer. Sauf qu'en fait, mon frère et moi, on a été scolarisés dans une école Montessori pour apprendre l'anglais à ce moment-là. Et ça nous a bien plu parce que vu que c'était une école Montessori en Nouvelle-Zélande, où on n'avait aucun impératif de cours en plus parce qu'on faisait le CNED à côté, qui était notre école à nous. C'était très, 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 très cool. On ne faisait pas grand-chose. On s'est dit que c'était plutôt sympa quand même l'école, qu'on n'avait pas grand-chose à faire, plein de temps libre et plein d'amis. Et donc, en fait, on a demandé à nos parents si on ne pourrait pas rentrer. Parce qu'en fait, il y a
Il y a un moment sur les bateaux où il y a un gap d'âge qui se fait, où il y a des enfants qui ont jusqu'à 10-11 ans. Et après, ça reprend à 14-15 ans. Mais il y a vraiment un trou au milieu. Et ce qui fait que nous, on appréciait d'avoir des copains qui aient notre âge et qui soient d'autres endroits parce que on n'avait jamais été à l'école, en fait. Donc, on ne s'était jamais rendu compte de ce que c'était. Bon, la désillusion a été un peu sévère hein, quand on est arrivé en France. On s'est dit que franchement, c'était pas si bien que ça. Il n'y avait plus les lagons, il y avait cours toute la journée. C'était lent, c'était très très lent. Donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi de repartir pendant un an. Et oui, ça dépend. Moi, travailler avec ma mère, ça ne me dérangeait pas trop parce que j'essayais qu'elle regarde le moins possible ce que je faisais parce que je trouvais ça beaucoup trop long. Il fallait que je lui explique ce que je faisais puis que je le fasse. Après, mon frère, ça a toujours été plus compliqué pour lui l'école. C'est vraiment une histoire de personnalité, je pense. Et donc, ma mère devait beaucoup plus suivre en fait ce que lui faisait. Et c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Et du coup, là, vous êtes arrêté dans quelle ville quand à partir de 11 ans, là, quand vous êtes rentré après la Nouvelle-Zélande? On s'est installé pendant 3 ans à Rennes. Et mes parents et mon frère, ils sont encore. D'accord. Rennes, c'était bien. Ouais, c'était. Pardon? Non, on a un décalage fini. Je disais oui, Rennes, c'était bien parce que mes grands-parents avaient une maison en Bretagne et ils habitaient à Paris, donc c'était un peu entre les deux. C'était une ville de taille moyenne, on ne voulait pas non plus revenir dans un petit endroit au milieu de nulle part. Et en plus, la Bretagne, c'est connu pour être assez ouvert. Et bonus, il y avait une école bilingue anglais, donc qui permettait à mon frère et moi de garder les acquis qu'on avait pu avoir en Nouvelle-Zélande sur l'anglais. D'accord. Donc, du coup, vous êtes rentré suite à votre demande. Tes parents, sinon, ils auraient continué. Vous auriez continué. Oui, après, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est que eux, après 5 ans de retraite, bon, voilà, ils n'étaient pas contre rentrer faire autre chose non plus, mais c'est vrai ils venaient quand même de passer 1 an et demi à refaire tout le bateau pour rester encore quelques années. Ils ne seraient peut-être pas restés 10 ans, mais ils seraient peut-être restés quelques années de plus. Après, ils ont toujours accordé beaucoup d'importance à nos voix, à nous aussi, parce que quand on est sur un bateau, il faut que ça soit bien pour tout le monde, en fait. Donc, s'il y en a qui commencent à plus aimer l'aventure, c'est compliqué dans un environnement clos. Donc entre les problèmes d'école qui devenaient de plus en plus compliqués, plus on passe des niveaux, plus ça devient compliqué d'être à la fois prof et parent. Et le fait que voilà, ils avaient quand même passé 5 ans justement dans beaucoup d'îles paradisiaques, c'est là qu'on a pris le choix de revenir. Mais 3 ans après, on a aussi pris le choix de se refaire une année pour se refaire une petite pause quand même. Mais alors, du coup, sur les 5 ans que vous avez passés, raconte-moi ce que tu as, peut-être ton meilleur souvenir et puis des coups de dur. Je sais pas, des accidents, est-ce qu'il y a eu des soucis? Bon, après avoir fait les formations médicales et tout, forcément, je pense. Ouais. Alors déjà, on n'a jamais eu de problème médical sérieux, ni mon frère ni moi. On n'est jamais malade, même en rentrant en France, on n'est jamais malade. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'on a été exposé à à des trucs avant, mais vraiment pas de souci. On avait des petites infections bénignes, quoi, mais pas, enfin rien de scandaleux. Moi, j'ai eu ma première gastro à 25 ans, je crois. J'ai halluciné, je comprenais pas ce que c'était. Donc on est vraiment pas malade sur un bateau. Ça commence comme ça. On vit très sainement. L'eau de mer, ça désinfecte tout. Et ensuite, les moments que j'ai beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup aimé la Nouvelle-Zélande parce qu'on y est resté très longtemps. Et c'est le moment où j'étais le plus âgée, donc où j'en ai, je pense, plus pris conscience. Les Kiwis, ils sont hyper accueillants. Leur pays, il est absolument magnifique. Enfin, il n'est pas si grand que ça, et pourtant, il y a absolument tout dedans. C'est verdoyant. Il y a des grands espaces, des dunes, des volcans, des montagnes. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le plus beau pays du monde. J'y suis retournée quand j'étais en école et j'ai vraiment trouvé ça toujours aussi beau. Donc, j'ai des très très bons souvenirs de la Nouvelle-Zélande, plus l'école, plus le fait qu'on soit resté longtemps là, donc on se soit fait des amis qu'on voit encore et qui viennent nous voir en France. Donc j'avais beaucoup beaucoup aimé cet endroit. Après, bon, tous les lagons sont beaux, hein, on va pas se mentir, il y a aucun souci. J'avais bien aimé les Galapagos aussi parce que c'était une île où les animaux n'ont pas peur de l'homme. Donc, il faut faire attention à où on marche. Il y a vraiment des animaux partout et on a l'impression d'être un peu dans un paradis sur Terre
voilà, enfin, les animaux ne vont pas chercher à vous faire du mal et en même temps, ils vont pas partir non plus quand vous approchez pensant que vous allez les tuer. Donc ça, c'était super bien. Et après, dans les coups durs, moi, je me souviens pas de moments particulièrement difficiles. Bon, on a eu la seule fois où on s'est retrouvé dans du mauvais temps, c'est parce qu'on avait fait l'erreur de dire à des gens qu'on serait à un endroit à un moment donné. Et on avait oublié parce que dans un bateau, on ne vit pas avec un calendrier. On s'en est rendu compte 2 ou 3 jours avant. Et donc, il a fallu prendre la mer. C'était en Nouvelle-Calédonie. On avait une journée et une nuit de mer, mais on est parti à un moment où il y avait un peu de vent et c'était pas très agréable. C'est juste on a été malade et tout. On ne s'est pas fait peur ni rien, mais il n'y a pas de moment vraiment où on se fait peur. On a dû se prendre un gros orage aussi au large des États-Unis quand on est reparti un an. On avait un bateau qui avait un mât très très haut. Et quand il y a un orage qui arrive, en fait, si on n'a pas pris un riz avant dans un monocoque, le bateau il se couche. Et donc, le temps qu'on prenne le riz, le bateau était déjà couché. Donc, c'était assez impressionnant, surtout que vous êtes au pied du mât quand même. Il y a des éclairs qui tombent autour. Pas très serein, mais pas de grosses frayeurs. On ne s'est jamais dit qu'on allait couler. Donc, le bateau. Mes parents nous ont bien préservés aussi parce que c'est pas couché mât dans l'eau, mais s'il y a la coque du bateau qui devrait être comme ça, en fait, on a mis les hublots dans l'eau, en fait. Donc, c'est quand même bien penché. Après, faut pas glisser pour pas passer à l'eau, mais il n'y a pas de risque pour ça. Et de toute manière, nous, tous nos bateaux ont toujours eu des filières, même quand on était ado, il y a toujours eu des filières par sécurité parce que c'est moins esthétique, mais bon, ça sauve des vies quand même. Donc, mes parents, autant on portait pas de gilet de sauvetage, autant les filières étaient là et on avait une interdiction formelle de quitter le cockpit. Je pense que on n'imaginait même pas la punition qui pouvait nous arriver si on envisageait de ne serait-ce mettre un doigt de pied en dehors du cockpit. Donc voilà, on avait des règles, donc on avait la liberté de ne pas porter de gilet, mais la règle d'assurer la sécurité en n'allant pas se mettre en danger en dehors du cockpit. D'accord. Et du coup, la famille. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent. C'est la famille et l'entente entre toi et ton frère. Donc, on va commencer par la famille. Est-ce que ta famille française, enfin, le reste de ta famille, je sais pas, des parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, comment tu as gardé le lien pendant toutes ces années? Est-ce que ça t'a manqué? Est-ce qu'ils sont venus te voir? En fait, alors, on a de la famille qui est venue nous voir, surtout quand on était aux Antilles. Après, beaucoup moins dans le Pacifique parce que c'était vraiment loin. Mais nous, on revenait tous les ans, 3 mois par an en fait en France parce que quand c'était la saison de cyclone dans l'hémisphère sud, c'était l'été dans l'hémisphère nord. Donc en fait, on revenait passer 3 mois en famille tous les ans. Donc finalement, c'était pas si gênant que ça parce qu'on faisait juin, juillet, août généralement en France. Donc c'était l'occasion de voir les grands-parents, les oncles, les tantes. Donc, et puis on se retrouvait tous dans la maison de famille. Donc quand on passe 3 mois dans la maison de famille, on voit absolument tout le monde passer. Donc non, ça ne nous a pas du tout posé de soucis. Après, quand on est reparti pendant un an, on écrivait beaucoup de lettres, en fait, notamment à nos grands-parents. C'était un peu une occasion, ça faisait presque un exercice d'école. C'était, voilà, plutôt que d'écrire une dictée, on va écrire une lettre aux grands-parents, aux oncles, aux tantes. Moi, j'avais tenu un journal quand j'étais repartie et que j'étais plus âgée, donc quand j'avais 15-16 ans, j'avais tenu un journal de bord de ce qu'on avait fait et j'avais commencé à le faire aussi à la fin du voyage quand on était parti. Ça, je trouve, c'est vraiment un super truc à faire. Parce qu'en fait, sur le moment, on se dit que bon, voilà, c'est un peu pénible. Parfois, on n'a pas envie de le faire, peut-être pas tous les jours et tout. Mais même si on ne le fait pas tous les jours, ça fait des super souvenirs, rien que de découper des images, de les coller, de dessiner et tout. Enfin, ça rappelle plein de choses après et c'est un exercice comme un autre, après tout. Enfin, pourquoi écrire des choses dans un cahier plutôt que faire un journal de bord, enfin, quitte à apprendre l'orthographe, autant le faire concrètement, directement en écrivant dans le carnet, quoi. Donc, ça peut être marrant aussi de trouver d'autres façons d'apprendre comme ça. C'est clair, c'est clair. Et donc maintenant, l'entente avec ton frère. Attends, non, j'ai une question en fait. J'ai une autre question qui vient. Pendant 3 mois, vous laissiez le bateau, du coup, vous partiez tous les 4, vous rentriez en France et vous laissiez le bateau là où vous étiez, tout seul?
C'est ça. Je ne sais pas les détails exactement parce que j'étais vraiment trop petite. Je me souviens d'une fois où le bateau il était à Tahiti, ça je suis sûre, parce qu'on a eu un gros problème avec notre avion et on s'est retrouvé coincé avec ma mère pendant une semaine sur une île parce qu'on avait loupé la correspondance où il y avait un vol toutes les semaines. Et je sais qu'à ce moment-là, notre bateau il était stocké à Tahiti, mais je ne saurais pas te donner les détails de comment c'était fait exactement parce que c'était vraiment mes parents qui géraient ça. Donc je ne savais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on rentrait tous les 4 pendant 3 mois. Donc on trouvait un endroit où laisser le bateau. Généralement, il restait dans l'eau, hein. On ne le sortait pas, hein, un catamaran, sortir de l'eau, c'est trop compliqué, c'est trop fragile, c'est trop grand. Donc, généralement, on le laissait à l'eau, c'était bien plus safe, hein. Mais en marina, évidemment, hein, pas au mouillage, c'est trop risqué. Ok. Et alors, l'entente avec ton frère, est-ce que vous vous entendiez bien? Comment ça se passait tous les deux, tout le temps ensemble sur le bateau? Non, on s'entendait super bien, aucun souci. Il y a plein de photos très drôles où lui, il est déguisé en petite princesse. Moi aussi, on jouait au Lego ensemble. On s'entendait sur un terrain à peu près au milieu sur les Playmobil. Enfin, vraiment, il y avait aucun souci. On partageait tous nos jeux, on faisait tout ensemble. Il n'y a aucun souci. Enfin, nous, on s'ennuyait pas plus que des frères et sœurs d'habitude, vous voyez, Ouais. qui se titillent un peu, mais à la fin, on se réconcilie toujours parce que finalement, ça reste le partenaire de jeu le plus fiable, hein, celui qui est à bord avec soi. C'est ça. Donc non, ça c'est. Et du coup, vous êtes super proches maintenant, tu penses? Lui, il habite à Rennes, alors que moi, j'habite à Paris, donc on se voit quand on revient à Paris. Et puis oui, dès qu'il passe à Paris, il passe me voir. Et puis moi, dès que je vais à Rennes, on se retrouve tous ensemble, donc on est assez proches, ouais. Vous avez combien d'écart? On a 2 ans et demi d'écart. Ok, c'est peu. Enfin, c'est peu, ça dépend. C'est bien, quoi. Et de toute façon, je pense que même si tu as 6 ans d'écart, quand tu te retrouves sur un bateau seul, enfin, deux sur un bateau, que peu importe l'âge, l'écart d'âge, tu finis par t'entendre, quoi. C'est ça, au moins, ça réduit les possibilités, quoi. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et puis quand on est sur un bateau, même avec les autres enfants de bateau, en fait, on n'est pas on n'est pas choisi, enfin, on fait pas la fine bouche sur les amis qu'on trouve parce que quand on trouve un ami qui est sur un bateau, mes parents, ils faisaient très attention à ça. On trouvait des bateaux, il y avait des enfants de notre âge avec qui on s'entendait bien et souvent on adaptait l'itinéraire de navigation pour suivre ces bateaux. Parce qu'au résultat, c'était sympa. Si eux s'entendaient bien avec les parents, en plus, ça pouvait faire des moments sympas. Donc, ils attachaient beaucoup d'importance quand même. Voilà, si on se faisait des amis sur un bateau, à pas dire bon eux ils vont par là, nous on n'y va pas. Les seules fois où on les a pas suivis, c'est quand ils sont allés dans les zones avec du paludisme. Où ça pour le coup mes parents avaient tout fait pour qu'on n'ait pas le paludisme et on l'a pas eu. Parce qu'ils disaient que c'était vraiment le pire, le pire cadeau à faire pour le coup. Ils ne voulaient pas qu'en fait, un peu comme pour l'école, hein, il y a tes questions, ils ne voulaient pas qu'il y ait des séquelles en fait de leur choix de vie sur nous. Donc que ça soit une déscolarisation ou des maladies tropicales justement. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu me parles des amis? Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Est-ce que tu as l'impression de t'être fait beaucoup d'amis dans ton enfance et est-ce que tu gardes toujours contact avec certains? Alors, je me suis fait plein d'amis, mais je ne garde pas particulièrement contact parce qu'en fait, c'est des gens que tu rencontres de façon très fugitive et ça enlève rien, tu vois, à la valeur de l'amitié que tu as, mais tu gardes pas forcément, même quand tu es à terre, hein, tu gardes pas forcément tes amis de grande section, de CP, de CE1, je veux dire, les premières amitiés que tu commences à garder, quand tu as de la chance, hein, c'est celles du collège. Et tu vois, moi, je suis revenue en 5e et oui, ma meilleure amie, je la connais depuis la 5e en fait. Mais sinon, quand tu es plus jeune, tu ne te fais pas vraiment d'amis que tu continues à avoir après. C'est quand tu commences à avoir une personnalité qui s'affirme un peu plus que tu commences à garder des amis. En tout cas, moi, c'est mon opinion, mais quand je vois mes amis en France aujourd'hui, je me dis que finalement, eux non plus n'ont pas d'amis d'avant le collège. Non, C'est très. je te pose la question parce qu'on ne sait jamais. Parfois, les parents peuvent jouer sur si tu vas peut-être entretenir s'ils se sont très bien entendus avec les parents, eux-mêmes garder contact avec les parents. Enfin, voilà. Mais en effet, clairement, il y a relativement. C'était plus compliqué. Il y avait pas Internet. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais il n'y avait pas Internet. Moi, je me souviens quand on est revenu en France, où il fallait se connecter, il ne fallait pas appeler en même temps et tout. Donc, en fait, rester en contact, ça voulait dire écrire des lettres. Donc, pendant quelques années, en France, j'ai écrit des lettres à des amis en Nouvelle-Zélande, mais tu vois, je ne m'étais pas rendu compte à l'époque, mais leurs parents, ils étaient témoins de Jéhovah, donc voilà, ils étaient quand même un peu fermés d'esprit sur certaines choses.
Donc, en fait, voilà, au bout d'un moment, quand on est enfant, on a 10-12 ans et qu'on s'écrit des lettres, qu'on ne se voit jamais, bon, c'est vrai qu'il y a quand même un moment où on se dit que s'il n'y a pas de perspective de se revoir à un moment, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à entretenir le contact? Mais on était restés en contact quelques années quand même. Ok. Donc là, vous êtes rentrés, tu es en cinquième, tu fais ta cinquième à Rennes. Ton frère, il est quoi en CM1, CM2? CM1, je crois. Je suis nulle dans les niveaux de primaire, Ouais, je ne connais pas du tout. pas le primaire, quoi, on va dire. Comment ça se passe le retour pour vous, pour tes parents? Alors, pour mes parents, ça a été délicat parce que, en fait, autant sur un bateau, on vit avec quasiment rien. Parce qu'on ne paye pas de loyer, on n'a pas de voiture, on n'a pas d'assurance. Enfin, on a une assurance pour le bateau et puis on entretient le bateau, mais à part ça, enfin, on produit son eau, on produit son électricité et tout. Donc financièrement, ça n'a pas été facile. Et puis surtout, eux, ils n'avaient pas de qualification en tant que tel. C'était des entrepreneurs, mais ils n'avaient pas de diplôme. Or, en France, tout est sur les diplômes. Donc, ils ont fini par trouver leur voie en se lançant dans l'immobilier, en se mettant à faire de la rénovation, vu qu'ils avaient l'habitude de travailler avec leurs mains. Et pour nous, pour mon frère, ça a été compliqué l'école, mais bon, c'était compliqué sur le bateau encore une fois. Mais notamment, voilà, il paraît que le premier jour, il allait voir sa maîtresse et il lui a dit: «Mais maîtresse, il y a cours aussi l'après-midi?» Alors ça a été difficile de lui faire comprendre qu'en fait, l'école, c'était tous les jours et qu'il y avait des devoirs après. Donc l'adaptation au rythme, il y a une petite désillusion par rapport à ce qu'on avait vécu et en Nouvelle-Zélande et quand on avait fait des journées d'école comme ça dans les îles tranquilles. Moi, je me suis beaucoup ennuyée parce que le CNED, on est obligé de terminer le programme scolaire, sinon on ne valide pas son année, donc le programme officiel de l'éducation nationale. Sauf que quand on est en cours, il y a 30 élèves dans la classe et il en suffit d'un qui traîne pour que les 30 élèves attendent. Et donc souvent, on ne termine pas les programmes scolaires. Donc moi, je crois que jusqu'à la moitié de ma cinquième, j'ai rien fait. Enfin, ça m'a permis de me concentrer sur d'autres choses, sur comment s'adapter dans un milieu de collège où il ne faut surtout pas dépasser et quand on dépasse naturellement juste par l'endroit d'où on vient. Mais c'est vrai que scolairement, je me suis un peu ennuyée. Après, au résultat, j'avais des super bonnes notes, hein, c'était sympa. Je me suis dit: «Bon allez, objectif, être première de la classe sans trop travailler». Mais je me suis un peu ennuyée au début. Après, c'était trop cool parce que j'avais des amis et tout, donc j'ai trouvé d'autres choses, j'ai découvert d'autres dynamiques en fait. Et tu as commencé à faire des activités extrascolaires, peut-être, par exemple, à ce moment-là? Pas particulièrement. Mon frère, il faisait du multisport, moi ça me tentait pas trop. Non, pour le coup, j'ai jamais fait d'activité extrascolaire, même quand on est revenus, je saurais pas te dire ce que je faisais de mes temps libres. Je lisais beaucoup, Il n'y en a pas je beaucoup, hein, voyais mes amis. Ouais, quand on... ouais, je sais, mais je sais pas. Pardon? Je dis, il n'y en a pas beaucoup quand on est scolarisé, l'air de rien. À partir du collège, même, enfin, les journées sont longues, quoi. Quand tu dis, il y a les devoirs après, donc. Ouais, c'est peut-être ça et puis je sais pas, en fait, j'avais pas particulièrement l'envie non plus, tu vois? Le week-end, on allait, dans la maison de vacances de mes grands-parents en Bretagne, donc on passait le week-end à courir dans la lande, à faire de l'escalade, mais entre nous, tu vois? Enfin, on n'avait pas besoin moi, j'avais pas très envie de me mettre dans une activité enfin, quand mes parents nous ont proposé d'aller en colo, on a poussé des grands hurlements avec mon frère en mode: «Au secours, l'exil!» Donc voilà, c'était pas trop notre truc, en fait, les activités. Bon, et finalement, donc, ce que je comprends, c'est que vous avez voulu rentrer, mais vous avez vite déjanté quand même, autant tes parents que vous deux. C'était sympa, pendant 2 ans. Mais au bout de 2 ans avec, l'hiver et puis surtout la perspective de ça va durer toute notre vie maintenant, on s'est dit qu'il y avait une fenêtre pour repartir. Donc on l'a saisi en fait. La question c'était, 1 ou 2 ans. Après moi, c'est moi qui ai acté pour, 1 an parce que je voulais absolument pas faire ma première au CNED, parce que le CNED, c'est très dur. Vraiment les notes, sont très sévères. Les profs sont très sévères parce qu'ils savent que vous avez accès au manuel, donc les devoirs sont vraiment durs. Et la première, c'est le moment où on apprend à prendre des notes, chose que je pense je psychotais beaucoup trop là-dessus, hein. J'imaginais que c'était quelque chose d'inatteignable de prendre des notes. Et il y avait le bac français et je crois SVT à la fin de l'année, ou enfin français et une autre matière, donc je voulais absolument pas passer mon bac par correspondance. J'avais trop peur de pas y arriver en fait. Donc on est reparti que 1 an et c'est là qu'on a racheté un bateau pour juste faire un tour de l'Atlantique Nord pendant 1 an. Vous êtes allé où? Au Groenland? Vous êtes parti où?
Alors, on est parti de Bretagne, on a traversé le golfe de Gascogne, on a fait des petits sauts de puce sur la Galice et sur le Portugal. Après, on a traversé jusqu'à Madère, puis jusqu'aux Canaries. Ensuite, on a traversé l'Atlantique, on est arrivé à Tobago. On est redescendu un peu à Trinidad pour voir des anciens amis de mes parents, justement, de l'époque. Puis on a remonté toute la chaîne des Antilles, en tout cas Antilles Sud, en saut de puce, donc Martinique, Guadeloupe, Tobago Keys, Saint-Martin. On a fait le haut des Antilles qu'on ne connaissait pas du tout, donc British Virgin Islands, US Virgin Islands. On a fait notre visa américain à Porto Rico et ensuite on est arrivé en Géorgie. On a fait un peu des sauts de puce sur le sud des États-Unis. Ensuite on est allé à Washington, on est arrivé à New York en bateau et on est allé voir des amis de bateau du Pacifique qui étaient dans le Maine, donc vraiment à la frontière des États-Unis. Donc on est remonté dans tous les États-Unis et depuis le Maine on a traversé pour retourner en Bretagne. D'accord. Vous avez été quand même rapide. 12 000 milles. Oui, 12 000 milles en un an, je crois, c'était rapide. On a beaucoup couru. Et ça vous a fait. Alors, c'était quoi comme bateau? C'était un Sunkiss 47, donc un monocoque, quand on est reparti un an. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a fait de repartir en bateau? De tout quitter, recommencer? Ah, c'est super sympa. En fait, on en profite encore plus quand on sait que c'est à durée déterminée. Et en plus, on savait pour le coup vraiment quelle était l'alternative. Donc, on en profite à fond. C'était vraiment génial. Nous, on a adoré. Et quand vous êtes rentré, donc toi en plus, tu avais acquis des compétences, je suppose, en voile. Tu avais grandi, vous aidiez peut-être plus sur Alors, les compétences. on faisait beaucoup plus. On assurait des cars seuls, la nuit et tout pour les traverser. Enfin, de façon générale, on assurait des cars. Et puis après, oui, on participait bien plus aux manœuvres, alors qu'avant, c'était trop risqué, on était trop petits en fait. Mais ensuite, on devient équipier à part entière. Mes parents n'allaient pas se faire la traversée de l'Atlantique à deux pendant qu'on roupillait, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je reviens un peu en arrière. Pour quand vous avez fait le tour du monde sur les grandes traversées, vous aviez pris des équipiers? Ou tes parents, ils avaient pris des équipiers pour les aider? Non? Non. Mes parents, ils n'étaient pas trop équipiers. Ils en avaient pris quand ils avaient construit leur bateau parce qu'ils avaient besoin de gens qui payaient entre guillemets un loyer parce que ça leur permettait de manger. Mais le problème d'un équipier, c'est que ça peut mal se passer. Et dans une traversée, c'est pas sympa d'avoir quelqu'un avec qui ça se passe mal. Et puis en fait, quand on a un pilote automatique, c'était ils étaient un peu fatigués et tout, mais voilà, moi je les ai jamais vus en train d'être vraiment ivres de sommeil, vous voyez, même pendant les traversées, parce qu'une fois, on a quand même mis 26 jours, on s'est retrouvé pris dans une zone sans vent au milieu du Pacifique, on a mis 26 jours pour traverser. Voilà, l'avantage, c'est aussi qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux dans ces zones-là, donc évidemment, on fait la veille, mais il ne faut pas être sur le qui-vive toutes les secondes à vérifier qu'il ne se passe rien. Parce qu'il n'y avait pas l'AIS aussi à l'époque, il ne faut pas oublier. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'avait pas, donc faut faire et d'ailleurs, l'AIS, il faut faire attention parce qu'il y a plein de pays où les petits bateaux de pêcheurs, ou même les gros bateaux de pêcheurs, ils n'en ont pas forcément, donc il faut faire attention à ne pas trop s'appuyer parfois sur la technologie et pas oublier que les yeux, ça sert quand même. C'est sûr. Et il n'y avait pas l'Iridium non plus pour recevoir la météo au milieu du Pacifique? Ou si? Non, pas de météo non plus. C'est-à-dire que tu regardais la météo avant de Non, partir? on n'avait pas. On regardait la météo avant de partir, on partait à la bonne saison et puis après, de toute manière, on voit quand le mauvais temps arrive. Donc voilà, et parfois ils avaient des updates BLU, mais bon, ça c'était pas du tout le temps. Donc après, encore une fois, on a l'impression qu'il peut arriver plein de choses, mais c'est quand même assez rare qu'il arrive des choses. Enfin, quand on est préparé, moi mes parents ils vivent selon le principe que il faut toujours avoir préparé le plan B, voire le plan C. Donc en fait, voilà, s'il y a un problème, voilà ce qu'on fait. S'il y a ce problème-là en plus, voilà ce qu'on fait. En fait, faut être très préparé, c'est des automatismes. Donc voilà, si c'est la mauvaise saison, on part pas. Si c'est la bonne saison, on vérifie la météo et les tendances. On regarde la température de l'eau pour savoir s'il y a une probabilité qu'il se passe un problème, qu'il y a un cyclone. Mais il ne faut pas oublier que les cyclones hors saison, c'est rare. Et au pire, un grain, on met un riz et puis on attend que ça passe. Hein. C'est pas... Enfin, vraiment, nous, on n'a jamais été pris dans un phénomène météorologique terrible. Le pire qui soit arrivé, c'est qu'on a perdu un safran du Kata
enfin, au milieu de l'océan pendant une traversée. Donc, là, le pilote automatique marchait pas. Et là, mes parents ont dû barrer pendant des jours et des jours et des jours. Et là, ils étaient très fatigués. Là, je me souviens très bien qu'ils étaient très fatigués parce que le barrer toute la journée, c'est exténuant. Mais c'était de la corrosion. En fait, il est tombé. Donc, on l'avait pas vu. Il s'est corrodé de l'intérieur et un jour, il est tombé. Donc, ça a été. Cette partie-là a été compliquée pour eux, je pense. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais d'électricité et je ne sais plus pourquoi. Et je me suis dit, est-ce qu'il existait des panneaux solaires? Est-ce qu'il y avait des panneaux solaires? Question, ouais. Parce que vous étiez autonome en électricité. Avec quel... Oui, on avait. Alors, on avait une éolienne, mais on l'utilisait très rarement parce que ça fait énormément de bruit, c'est très agréable. Donc, on avait des panneaux solaires en fait qui étaient montés sur un axe pour être orientables. Et sous les tropiques, enfin, on était obligé de les arrêter. Ça chargeait trop en fait. On en avait sur le roof, mais qui servait à rien. C'était inconfortable au possible parce qu'on pouvait pas marcher dessus et tout. C'était pas des panneaux solaires, on pouvait marcher dessus en tout cas à l'époque. Donc, rien qu'avec les panneaux solaires à l'arrière, on avait trop d'énergie. Sachant qu'on avait quand même on avait un générateur quand même qui permettait de faire marcher. On avait une machine à laver, une vraie machine à laver de maison hein, à bord. Donc, on avait Et vous avez... qui l'organisateur fonctionnait aussi sur le générateur, par contre. On ne pouvait pas le brancher en 12 volts. Je pense qu'à l'époque, les technos étaient... Et donc, le générateur est marqué... Pardon, j'ai pas entendu la question, ça a coupé. Le générateur, il marchait au gasoil. Désolée, question un peu... Le générateur, il marchait au gasoil. Oui, le générateur, il marchait... Et il disait quoi, le désalinisateur? Le générateur marchait. Et le désalinisateur... Le dessalinisateur... Bah, je dirais pas. Le dessal, il marchait sur... Il marchait aussi avec le générateur. Ok. Je crois. Ça, je suis pas sûre. Je me souviens pas précisément. En fait, nous, on récupérait beaucoup l'eau de pluie. On buvait l'eau de pluie, en fait. Enfin, on mettait même pas particulièrement de pastilles dans les réservoirs et tout, parce que tu es dans des endroits où c'est pas pollué, en fait. Donc, quand on était proche d'une capitale, etc., là, évidemment, on récupérait pas l'eau de pluie ou seulement pour se rincer ou pour faire de la lessive à la main, mais bon, c'était très rare. Mais par contre, sur le bateau, en fait, on avait au-dessus du carré, enfin du carré extérieur, donc du cockpit, on avait un bimini, mais qui était souple, ce qui permettait, en fait, quand il pleuvait, de le tendre vers le bas. Et il y avait un tuyau, en fait, qui partait de là et qui nous permettait de faire le plein. Donc, au début, on laissait au bimini le temps de se rincer, on le lavait un peu, et puis après, on mettait l'eau directement dans les réservoirs. Donc, comme ça, enfin, on faisait assez rarement fonctionner le dessal, quand même. D'accord. Ok. Donc, vous avez fini votre année, ça tourne les secondes. Tu reprends la première. Comment ça se passe les études du coup? Écoute, c'était pas si compliqué que ça de prendre des notes finalement. donc, j'étais contente de rentrer et de voir que c'était pas si compliqué que ça. Après, j'étais dans un lycée juste à côté de chez moi, donc c'était pratique. Enfin, je n'ai pas des souvenirs incroyables du lycée. Enfin, c'était pas. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est la meilleure partie de leur vie. Moi, je l'aimais bien, hein, mais c'était pas incroyable. Je me suis beaucoup plus amusée quand j'étais en prépa et en école. Donc, en fait, j'ai passé 2 ans à apprendre des choses, puis essayer d'avoir des bonnes notes. Parce que je savais pas trop ce que j'allais faire avant, mais on m'avait dit qu'il fallait avoir des bonnes notes, donc je travaillais pour ça jusqu'à trouver ce que je voulais faire. Et alors? J'ai fait une prépa HEC. Finalement, c'est ce qui m'a tenté. C'était un truc assez généraliste. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partir à Paris parce que les meilleures prépas étaient à Paris. Et puis après, vu que j'ai intégré une école en région parisienne, je suis restée aussi en région parisienne. Et voilà, depuis, je suis devenue presque parisienne. Et tes parents, ils ont repris leur affaire d'immobilier à ce moment-là? Oui, mes parents, ils avaient mis un peu en pause pendant cette année, mais ils ont repris et puis ils ont continué. Pour le coup, ils y sont encore déjà là. Ils sont en train de commencer à penser à leur retraite beaucoup plus sérieusement, mais oui, ils n'ont jamais arrêté depuis qu'on est rentré. Donc ça fait beaucoup d'années maintenant. Et ton frère? Mon frère, il travaille dans l'entreprise de mes parents, justement. C'est lui qui va reprendre toute l'affaire. Il a travaillé dans d'autres choses avant et puis en fait, ça l'intéresse bien. Il est bon avec ses mains aussi. Il trouve ça marrant de faire du relationnel parce que t'as la partie rénovation, mais après, tu as la partie gestion aussi. Donc il aime bien. Donc, il travaille avec eux. Et puis,
petit à petit, il reprend le flambeau. Et puis, je pense que, à mon avis, il va monter sa boîte lui-même, parce que moi, je suis actionnaire de la boîte familiale et voilà, il faut aussi qu'il fasse un truc pour lui tout seul, parce que si c'est lui qui travaille beaucoup, il faut quand même qu'il y en ait plus pour lui, quoi. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu dirais que ton expérience de vie d'enfance t'a apporté dans ta vie pro et perso actuelle? Question difficile. Ah non, au contraire, c'est super simple. En fait, nous, on appelle ça la cassette. Mais avoir grandi sur un bateau, c'est la meilleure façon de mener un entretien pour ses études, un entretien d'embauche, quoi que ce soit. En fait, les gens, ça va toujours les intéresser. Alors même que voilà, moi j'ai juste eu la chance de naître dans la bonne famille, hein. Mais les gens, ils ont tout de suite trouvé ça génial, à raison, hein, parce que c'est quand même une super chance. Et ils ont toujours posé les mêmes questions. Donc en fait, moi, pour les écoles de commerce, de toute manière, en entretien, on en passe des dizaines et c'est toujours les mêmes questions. Et je savais exactement quelles questions ils allaient me poser, dans quel ordre et tout. C'est toujours et que faisaient vos parents, et comment vous faisiez pour l'école, et comment vous faisiez financièrement. Enfin voilà, c'est toujours les mêmes questions. Et en fait, si on apprend à faire du storytelling, hein, comme disent les Américains, en fait, c'est un énorme atout, parce que ça permet de vendre du rêve en fait à n'importe quelle situation. Et résultat, tout le monde a envie de vous avoir, parce que vous avez le parcours différent en fait. Et si vous réussissez scolairement en plus, en fait, c'est juste c'est la porte ouverte à tout en fait. Donc faut l'avoir bien en tête. Et c'est vraiment un atout, parce que on apprend, moi j'appelle ça être le caméléon en fait. Moi généralement, quand j'arrive dans une situation où je connais pas les gens, etc., je reste silencieuse au début, j'essaie de comprendre, ok, quelles sont les opinions des gens, etc. Et en fait, après, on apprend à s'adapter, mais que ce soit sur l'échelle d'une soirée ou d'un week-end ou d'une semaine, à adapter complètement sa personnalité pour se faire des amis, en fait, et pas chercher à voilà, trouver le point clivant, mais au contraire, trouver le point qui réunit. Donc, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est que je suis capable de m'adapter dans n'importe quelle situation, des amis métalleux de mon frère à mes amis d'HEC. Enfin, vraiment, ça fait un panel qui est très, très large, et c'est super sympa, parce que résultat, on se fait des amis un peu partout, quoi. Oui, forcément, d'aller sur les plages, de rencontrer des locaux, d'avoir des différences de langue, de culture et tout, ça doit bien apprendre à se positionner en tant Et que. puis, moi, ça m'a permis aussi d'être sur le bateau. Mes parents ont fait attention à ça, et ils l'ont entretenu après quand on est revenu en France. Mais résultat, moi, je suis complètement bilingue anglais. Et ça, c'est quand même un super avantage aussi, de parler 2 langues de façon vraiment indifférente. C'est un avantage incroyable, parce qu'après, les langues d'après, elles viennent très facilement. Moi, je parle 4 langues couramment, j'en comprends 2 ou 3 autres. Enfin, c'est juste, c'est génial en fait. Rien que ça, c'est un cadeau incroyable. Tes parents, ils parlaient d'autres langues? Ou ils ont appris sur la route? Alors, ils parlent tous les 2 anglais. Ma mère parle allemand, et tous les 2 baragouinent l'espagnol. Donc, ils ont appris sur la route. Ok. Ok. Maintenant, si dans le futur, donc là, tu n'as pas encore d'enfants, je crois. Non, pas encore. Tes enfants, qu'est-ce que tu imagines faire? De quoi tu as envie pour eux, en fait? Nous, on aimerait bien, à un moment, les emmener en bateau. Après, peut-être pas pour aussi longtemps, parce que, on n'a pas le même type de travail que mes parents aussi. C'est un choix, hein, mais je pense qu'à un moment, on les emmènera en bateau, rien que déjà pour des vacances, mais même de façon plus longue, parce que je pense que c'est génial. En fait, c'est marrant, mais même si les enfants s'en souviennent pas, enfin, c'est pas pour ça qu'ils aiment pas sur le moment, en fait. Faut pas se dire que ça sert à rien et ils s'en souviendront pas. Enfin, c'est nul, parce que ils passent quand même un bon moment, même s'ils s'en souviennent pas. Sur le moment, ils sont contents. Donc, je pense que c'est un super truc de partir avec des enfants. Encore une fois, je pense qu'en plus, c'est un super sésame pour les parents, pour ouvrir plein de portes chez des locaux qui, sinon, envers des adultes, sont pas forcément plus ouverts que ça, alors que quand ils voient un petit enfant qui court vers eux, tout de suite, ils sont tous sourires. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on fera. Et puis, on a de la chance, c'est que mon beau-père a acheté un bateau pour sa retraite. Donc en plus, voilà, on a juste à louer le bateau, et puis on peut partir avec. Donc l'occasion est facile à saisir, on va dire.
Ça me permet de rebondir. Ton mari, il connaît bien la voile aussi. Tu as choisi un… Oui. Je pense que inconsciemment, c'est partie des critères. Oui, il fait beaucoup de voile, il a été moniteur, il fait de la régate et tout. Donc, c'est marrant, on ne fait pas le même type de voile parce que lui, il vient d'une famille, ils font beaucoup de montagnes et beaucoup de voiles. Donc, moi, il m'introduit à la montagne que pour le coup, évidemment, pour des raisons assez évidentes, je connais pas beaucoup, même si mes parents nous ont toujours amené skier. Voilà, moi, il y a plein de types de ski que je ne connais pas, etc. Mais oui, lui, il fait beaucoup de voiles, mais il a plus fait de la régate, donc c'est super intéressant. Moi, j'ai appris à faire de la régate avec lui, en fait, parce que moi, je sais vivre sur un bateau, je sais avoir les bons réflexes, je sais quel type de nourriture se conserve longtemps, je sais plein de choses où je me rends pas compte que c'est pas évident pour tout le monde. Mais par contre, voilà, faire avancer un bateau plus vite, aucune idée. Faire avancer Quel intérêt? plus vite. Oui, c'est ça. Pourquoi aller vite? C'est inconfortable. Mais c'est super drôle parce que moi, j'adore la compétition et j'ai découvert la compétition en voile et c'est trop bien. En plus, avec un côté équipage, en fait. C'est pas de la compétition un contre un, c'est bateau contre bateau. Donc, on est 5 à bord et on est contre les autres bateaux et c'est super drôle. Ça fait de la coordination. On en a profité, en fait. On a monté un équipage à Paris où on allait faire 10 week-ends de voile par an, où on emmenait en fait des amis à nous qui parfois n'avaient jamais fait de voile avant. On les formait sur le vocabulaire, sur les différents postes et tout. Et c'est génial, en fait, de faire partager sa passion de la voile comme ça. Oui. Et tes parents, ils continuent à faire de la voile? Pas du tout. Pas du tout. Paradoxalement, je pense qu'ils en ont fait tellement, parce qu'eux, ils ont passé 18 ans sur l'eau quand même, que c'est pas quelque chose qui leur manque. Ils font plein d'autres choses, mais pas particulièrement de la voile. Après, c'est ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'ils ont toujours peur de retourner dans les endroits où ils sont déjà allés, parce que ça sera forcément jamais aussi bien que quand ils étaient jeunes. De un, parce qu'ils sont plus jeunes, comme ils disent, et de deux, parce que les lieux ont quand même changé. C'est vrai que moi, je me souviens d'endroits où il y avait absolument personne, à Bora Bora, à Taha et tout, dans toutes ces îles notamment de Tahiti, où je me souviens assez bien, il y avait les Raimanta et tout. Et il paraît que maintenant, les Raimanta, elles sont parties parce qu'il y avait trop de touristes, qu'il y a des hôtels de luxe qui ont poussé dans tous les atolls. Voilà, c'est toujours compliqué dans un endroit qu'on a connu désert et où tout d'un coup, on voit plein de touristes américains qui mettent de la crème solaire sur l'eau, quoi. Et là, vous partez, c'est ça? Vous partez l'année prochaine ou… Nous, on part a priori début novembre. Après, là, le bateau part pendant 4 mois en Norvège avec mon beau-frère et son équipage. Donc, on attend que le bateau revienne fin juillet pour voir, voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer sur le bateau? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer? Il y a mon beau-père et ma belle-mère qui vont l'utiliser pendant l'été. Et nous, le plan, c'est qu'on le prenne quelque part à partir de novembre. Donc, voilà, faut qu'on détermine exactement quand. Mais le but, c'est de partir pendant 7 mois. Donc, je pense qu'on fera 1 ou 2 traversées de l'Atlantique. On ne sait pas encore si on fera les 2 ou si quelqu'un fera le retour pour nous ou avec nous. Enfin, voilà, on n'a pas encore… on attend fin juillet pour déterminer. On se laisse un peu le temps. On part tous les 2. Mais après, vu que c'est un grand bateau, le plan, dans la même logique, c'est de faire partager un peu les découvertes. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on sera tous les 2, je pense, 1 semaine sur 2, entre guillemets, où, en fait, le but, c'est de recevoir nos amis pendant 10 jours à chaque fois, dans différents endroits. Donc, on va ouvrir des créneaux, nous aussi, en mode les Bahamas pendant 10 jours, la Jamaïque pendant 10 jours, sans engagement de où on va aller. Mais voilà, l'idée étant de permettre de partager ça. On avait fait ça juste avant le Covid, en novembre 2019. On avait loué un catamaran et on était parti une bande de 10 amis, dont certains qui n'avaient jamais fait de voile. Donc, on avait embarqué à la Martinique et puis on avait fait une nave de 16 heures, une nave de nuit pour les amener au Tobago Keys, leur faire découvrir un peu ce que c'était justement les Antilles. Et ils avaient adoré. On avait trouvé ça super sympa, en fait, de partir entre amis. Ça fait une super ambiance. Donc, on s'est dit qu'on allait recommencer, mais pendant un peu plus longtemps. Ok. Et dernière question je reviens sur la scolarité, désolée. Donc, tu as voulu rentrer en 5e. Si tu devais changer… En fait, ma question initiale que je m'étais notée, que je trouve bien, mais c'est dommage de terminer là-dessus, mais tant pis. Si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que dans ton enfance, ou si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Et je penche plutôt sur… et j'adapte aussi la question. Est-ce que maintenant que tu as vu
que tu sais tout ça, est-ce qu'en cinquième, tu ne serais pas dit, ouais, voilà, maintenant, vu que je sais, non, je préfère rester. Ou est-ce que tu penses que ça t'a vraiment servi, que c'était bien? Non, je suis contente d'être rentrée parce que nous, on n'avait jamais été scolarisés avant. Donc, moi, je suis très contente d'être rentrée pour ça. Comme je te disais, je me suis fait ma meilleure amie en cinquième. J'ai absolument aucun regret. J'ai adoré mes 3 années en France. Enfin, c'était vraiment génial. Sans mes 3 années en France, je parlerais anglais, mais je l'écrirais comme un charretier parce que j'ai fait 3 ans dans une école bilingue, donc j'ai appris à écrire l'anglais alors que je faisais que le parler avant. Non, mais dans notre cas précis, parce qu'on n'avait jamais été scolarisé avant, je pense que c'était nécessaire. Après, peut-être que si on avait déjà été à l'école avant, tu sais ce que c'est. Donc voilà, tu loupes rien. Mais je trouve ça pas forcément idiot, tu vois, de temps en temps, de se faire, je sais pas, hein, peut-être, mais une année à terre où tu te dis, voilà ce que c'est. Et puis au bout d'un an, tu te dis, voilà, est-ce qu'on repart ou pas? Mais souvent, 1 an, c'est bien aussi pour se rendre compte que c'est bien sur le bateau. Après, voilà, nous, nos parents, ils nous disaient toujours, en rigolant, mais pas entièrement, même si je pense qu'ils ne l'auraient jamais fait, mais nous, ça nous faisait assez peur. C'était que si on faisait pas bien l'école, on irait en pension chez les jésuites en Suisse. Ça nous donnait envie de travailler, hein, parce que la Suisse, ça nous paraissait un peu l'enfer, de la neige, du froid, en Pas d'eau, plus. un lac. Chez les jésuites, ouais, c'est ça, pas d'eau, un lac, pas d'eau salée. Oui, non, L'enfer. dur, dur. Heureusement, vous n'êtes jamais allé, vous avez bien bossé. C'est ça, ça. En tout cas, ils ont pas mis leur menace à exécution. Non, mais Mais c'est vrai que d'être coupé du monde, enfin, c'est bien de connaître et de savoir, même pour sa culture, en fait, ce que c'est l'école pour que, comme plus tard. Mmh mh. C'est ça. Je pense que si j'étais revenue en première, ça aurait peut-être été, très rude, tu vois, l'adaptation, directe, parce qu'en plus, tu vois, quand tu veux faire une prépa, les notes de ta première, ça compte, enfin dans la plupart des prépas, ils demandent, seconde, première, terminale. Donc en fait, si tu arrives direct en première, que tu as du mal à te réadapter parce que tu as jamais eu le rythme et cetera, c'est un peu différent, tu vois? Moi, je me souviens quand je suis arrivée en cinquième, enfin, j'avais les yeux écarquillés en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils échangent des cartes? Pourquoi ils échangent des cartes en noir et blanc et ça coûte moins cher que les cartes en couleur? Non, ça coûte plus cher, mais ça a aucun sens». Enfin, ouais, il y a plein de codes qu'on apprend comme ça dans les cours de récré, on se rend pas compte, mais c'est quand même sympa de l'avoir connu, à un moment de sa vie, entre guillemets, moi, j'ai fait l'expérience collège, j'ai fait l'expérience lycée, Oui. enfin, j'ai trouvé que c'était un bon mélange, en fait. Puis au moins, tu sais ce que c'est. Ok. Une fois, on rentrait 3 mois par an. Tu avais fait première S ou C'est pas non première ES? ES. Ok. Ok. Bon, ben, ça y est, j'ai fait le tour de toutes mes questions. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Je pense une bonne heure. C'était Écoute, ça a pu t'aider. c'était hyper intéressant. C'était trop bien. J'espère que j'ai rien oublié, mais j'ai pas d'autres questions qui viennent. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose, toi, que j'aurais oublié. Non, écoute, moi, ça m'a semblé, super concret. En fait, je pense qu'il faut juste, se rassurer en se disant que, enfin, surtout au niveau de l'école, tu vois, si ça se passe mal, ça se passera pas mieux, parce que tu es en cours, tu vois? Enfin, c'est pas parce que tu fais l'école par correspondance que ça se passe mal. C'est juste que tu as un enfant, qui parfois sur certaines matières ou certains jours n'a pas envie de travailler, mais ça change rien que ce soit toi son prof, ou quelqu'un d'autre, hein. Vraiment, faut pas le prendre personnellement, je pense. Plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, et si ça se passe bien, c'est la même chose, tu vois? Enfin, c'est juste, c'est indépendant du mode de vie et de tout ça. Et après, je pense que c'est une opportunité, incroyable à donner à ses enfants, que ça soit, comme je te disais, au niveau du storytelling, mais même, au niveau de, aimer la vie, quoi. Enfin, c'est incroyable, même si tu t'en souviens pas, tu passes des super moments. Donc je trouve que tu peux avoir un côté hyper anxiogène, tu vois? Les gens, ils voient que les problèmes, en fait. Ils te disent, et la tempête, et la déscolarisation, et les maladies et tout. Faut pas oublier qu'en France, tu peux aussi traverser la rue et te faire renverser par un camion poubelle, enfin, tu peux te faire enlever par un pédophile, enfin, il peut t'arriver plein d'horreurs aussi, ici. Donc voilà, pas plus sur un bateau, donc il y a le côté isolement, mais tu as un gros côté où tu responsabilises tes enfants, tu leur expliques, pourquoi il faut faire attention. Enfin, moi, ma mère, elle m'expliquait que c'est moi qui mettais mon frère à l'abri quand il y avait, justement trop de houle pour pas qu'il se prenne quelque chose, donc je prenais le cosy et puis je le rentrais à l'intérieur. Enfin,
voilà, on s'adapte en fait, hein. Les enfants sont pas idiots. Faut vraiment l'avoir en tête. Être sur un bateau, tu vois, je sais pas si c'est entre guillemets un choix de mes parents ou si c'est le fait d'avoir été sur un bateau, mais on était beaucoup plus responsabilisés, tu vois, que d'autres. Enfin, moi, à 6 ans, quand je rentrais en France, j'étais déjà en train de tondre avec la tondeuse grande comme ça, alors que tu as des enfants qui quittent jamais leur maman. Enfin, tu vois, ça te donne aussi beaucoup d'indépendance, d'autonomie, en fait. Donc, moi, je vois absolument que des points positifs vraiment à une enfance comme ça. Et que ce soit moi ou mon frère, ça a eu vraiment aucun impact, sauf positif, sur la suite de notre vie. Donc vraiment, c'est pas un souci. Après, il faut juste avoir en tête que quand tes enfants commencent à te demander à rentrer, bah, c'est le moment où ça sonne la fin aussi. C'est que, enfin, à moins que tu les laisses rentrer tout seuls, sinon, c'est sûr qu'il y a un moment, ils vont vouloir rentrer. Voilà, il faut juste le savoir. Donc, autant en profiter avant qu'ils ne veuillent rentrer. Voilà, c'est ça, non. Après, je pense que quand tu t'opposes à ce genre de demande, ben, ça peut créer un conflit lointain. Tu vois, Ouais, c'est compliqué. voilà. C'est qu'ils ont besoin de se voir, de connaître et puis de prendre leurs décisions, de faire leurs choix. Et c'est important de leur laisser, c'est clair. Bah, ça, tu peux pas leur dire qu'ils sont associés au choix du bateau, qu'ils sont matures, autonomes et tout. Et puis quand ils ont quelque chose, ah bah non, retourne te coucher dans ta cabine, quoi. Ça fonctionne pas comme ça.